Loi 21. À seau, seau et demi. Principe. On n'aime pas avoir l'air plus bête que son voisin. Utilisez donc ce stratagème. Faites en sorte que ceux que vous visez se croient intelligents, et surtout plus intelligents que vous. Une fois convaincus, ils ne chercheront pas plus loin et ne se méfieront pas de vos agissements. Respect de la loi. Pendant l'hiver 1872, le financier américain Asbury Harpending était à Londres quand il reçut un câble. On avait découvert une mine de diamants dans l'Ouest américain. Le câble était de source fiable. Il venait de William Ralston, propriétaire de la Banque de Californie. Pourtant, Harpending pensa que c'était un canular, probablement inspiré par la récente découverte d'une stupéfiante mine de diamants en Afrique du Sud. En vérité, à la première annonce que l'on avait trouvé de l'or dans l'ouest des États-Unis, personne n'y avait cru. Et pourtant, c'était vrai. Mais une mine de diamants dans l'ouest? Harpending montra le câble à l'un des hommes les plus riches du monde, le baron Rothschild, en disant que c'était sans doute une blague. Le baron répondit « N'en soyez pas si sûr. L'Amérique est un très grand pays. Elle a déjà donné lieu à de nombreuses surprises, et peut-être qu'elle en réserve d'autres. » Harpending prit le premier bateau en partance pour les États-Unis. Quand il débarqua à San Francisco, il y avait dans l'air une excitation qui rappelait l'époque de la ruée vers l'or, à la fin des années 1840. La mine de diamants avait été découverte par deux prospecteurs d'allure franchement rustique, Philip Arnold et John Slack. Ils n'en avaient pas révélé le site, situé dans le Wyoming, mais y avaient conduit un expert très connu en prenant des chemins détournés pour qu'ils ne puissent retrouver l'endroit. Une fois sur place, l'expert les avait vus de ses propres yeux déterrer des diamants bruts. De retour à San Francisco, il avait présenté les gemmes à différents joailliers. L'un d'eux les avait estimés à 1,5 million de dollars. Harpending et Ralston demandèrent à Arnold et Slack de les accompagner à New York, où le joaillier Charles Tiffany vérifierait l'authenticité des diamants découverts. Les prospecteurs ne manifestèrent pas un grand enthousiasme. Ils flairaient un piège. Comment faire confiance à des citadins en col blanc? Que faire si Tiffany et les financiers leur volaient la mine? Ralston essaya de les rassurer en leur donnant 100 000 dollars et en plaçant 300 000 autres sur un compte bloqué à leur nom. S'ils arrivaient à s'entendre, il rajouterait à cela 300 000 dollars. Les mineurs acceptèrent. Le petit groupe se rendit à New York et une réunion fut organisée au manoir du magistrat Samuel L. Barlow. Tout le gratin de la ville était convié. Le général George Brinton McClellan, commandant des forces de l'Union pendant la guerre de Sécession, le général Benjamin Butler, Horace Greeley, éditeur du New York Tribune, Harpending, Ralston et Tiffany. Seuls Slack et Arnold étaient absents. Ils faisaient du tourisme. Quand Tiffany annonça que les gemmes étaient vraies et valaient une fortune, les financiers ne se tinrent plus de joie. Ils envoyèrent un câble à Rothschild et à d'autres magnats pour leur annoncer la nouvelle et les inviter à partager l'investissement. En même temps, ils exigèrent des prospecteurs une expertise de plus. Un expert nommé par eux accompagnerait Slack et Arnold sur le site pour vérifier son potentiel. Ceux-ci acceptèrent à contre-cœur. Entre-temps, déclarèrent-ils, ils devaient retourner à San Francisco. Les pierres que Tiffany avait examinées furent confiées à la garde d'Harpending. Quelques semaines plus tard, Louis Janin, le meilleur expert du pays, rencontra les prospecteurs à San Francisco. Janin, un sceptique né, était déterminé à s'assurer que la mine avait une réelle valeur. Harpending et plusieurs autres investisseurs potentiels étaient du voyage. Comme avec le précédent expert, les prospecteurs conduisirent toute l'équipe à travers un labyrinthe de gorges pour les désorienter. Arrivés sur le site, les financiers virent avec stupéfaction Janin retourner le terrain, aplanir des fourmilières, déplacer quelques rochers et en tirer des émeraudes, des rubis, des saphirs et surtout des diamants.
Finalement, après avoir creusé 8 jours, Janine fut convaincu. Il annonça aux investisseurs qu'ils étaient sur le filon le plus riche de toute l'histoire minière. « Donnez-moi une centaine d'hommes et l'outillage nécessaire, » leur dit-il, « et je vous garantis $1 million de diamants par mois. » Ralston et Harpending revinrent quelques jours plus tard à San Francisco et créèrent aussitôt une société au capital de $10 millions avec des investisseurs privés. Mais il fallait se débarrasser d'Arnold et Slack. Cela signifiait cacher leur excitation. Ils ne voulaient certainement pas révéler la valeur réelle de la mine. Ils se montrèrent donc circonspects. « Comment être sûr que Janine a raison ?» dirent-ils aux prospecteurs. « Peut-être la mine n'est-elle pas aussi riche que nous le pensons. » Ils ne réussirent qu'à les fâcher. Ralston et Harpending changèrent alors de tactique. S'ils insistaient pour avoir des actions de la mine, assurèrent-ils aux deux hommes, ils finiraient par se faire flouer par les financiers et investisseurs peu scrupuleux qui allaient vouloir diriger la société. Il ferait mieux d'empocher les $700 000 déjà offerts, une somme énorme à l'époque, au lieu de se montrer trop gourmands. Les prospecteurs parurent comprendre ce raisonnement et finirent par accepter l'argent. En échange, ils cédèrent aux financiers leurs droits sur le site et leur en laissèrent les cartes. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Arnold et Slack repartirent dans le Wyoming, tandis qu'Harpending et son groupe commençaient à dépenser les millions de la compagnie pour acheter du matériel, engager les meilleurs spécialistes et installer de luxueux bureaux à New York et à San Francisco. Quelques semaines plus tard, lors de leur première visite à la mine, ils découvrirent la triste vérité. Il n'y avait ni diamants ni rubis. Tout était faux. Ils étaient ruinés. Harpending avait involontairement trompé les hommes les plus riches de la planète en les entraînant dans l'escroquerie du siècle. Interprétation. Arnold et Slack avaient réussi leur tour de force sans suborner d'ingénieurs véreux, ni verser à Tiffany de dessous de table. Tous les experts étaient des gens du métier. Tous crurent honnêtement à l'existence de la mine et à la valeur des pierres. Ceux qui les avaient trompés n'étaient autres qu'Arnold et Slack eux-mêmes. Les deux hommes semblaient si frustes, si naïfs, que personne ne les avait un seul instant supposés capables d'une escroquerie aussi énorme. Les prospecteurs avaient tout simplement suivi la loi qui conseille d'avoir l'air plus stupide que sa cible. Le premier commandement de l'arnaqueur. Le montage de leur coup était relativement simple. Des mois avant d'annoncer leur découverte, Arnold et Slack avaient fait un voyage en Europe, où ils avaient acheté quelques vraies pierres brutes pour environ $12 000, mis de côté à l'époque où ils étaient chercheurs d'or. Puis ils avaient salé le site avec ces pierres, que le premier expert avait trouvées et rapportées à San Francisco. Les joailliers qui les avaient estimés, y compris Tiffany lui-même, avaient été pris dans la fièvre et avaient grossièrement surestimé leur valeur. Avec les $100 000 de garantie que Ralston leur avait donnés à New York, les prospecteurs étaient partis pour San Francisco via Amsterdam, où ils avaient renouvelé leur provision de pierres brutes. Et pour la deuxième fois, ils avaient salé la mine. C'est ainsi qu'ils avaient convaincu Janine. L'efficacité de ce plan ne résidait pas tant dans les stratagèmes employés que dans la parfaite comédie jouée par Arnold et Slack. Au cours de leur voyage à New York, devant les millionnaires, ils avaient joué les rustos plus vrais que nature avec leurs costumes étriqués, faisant les ahuris devant tout ce qu'ils voyaient dans la grande ville. Personne n'aurait cru ces lourdeaux capables de tromper les hommes d'affaires les plus retors et sans scrupules de leur temps. Et dès lors que Harpending, Ralston et même Rothschild avaient admis l'existence de la mine, comment mettre en cause l'intelligence des plus puissants businessmen du monde? La réputation de Harpending fut anéantie par cet échec, et il ne s'en remit jamais. Rothschild en tira la leçon et ne retomba plus dans aucun piège. Slack prit son argent et disparut. On ne le retrouva jamais. Quant à Arnold, il rentra tout bonnement chez lui, dans le Kentucky. Après tout, la vente de ses droits sur le site était légale. Les acheteurs avaient pris les meilleurs conseils
et si leur mine ne contenait pas de diamants, c'était leur problème. Arnold agrandit sa ferme et ouvrit une banque à son nom. Les clés du pouvoir. Le sentiment que quelqu'un est plus intelligent que soi est presque intolérable. On a recours à toutes sortes de justifications. Il a seulement un savoir livresque, tandis que moi je m'y connais vraiment. Elle, ses parents lui ont fait faire des études. Si les miens avaient eu les moyens, si j'avais été aussi privilégié qu'elle, il n'est pas aussi intelligent qu'il le pense. Enfin, et non des moindres, il connaît peut-être son tout petit domaine mieux que moi, mais en dehors de cela, il est d'une ignorance crasse. D'ailleurs, même Einstein était ignare en dehors de la physique. Étant donné la haute idée que se font la plupart des gens de leur intelligence, il est essentiel de ne jamais mettre en doute les facultés intellectuelles de quelqu'un, fût-ce involontairement. C'est un péché impardonnable. Si vous savez utiliser à votre profit cette règle inflexible, elle vous ouvrira maintes possibilités de manipulation. Laissez entendre aux autres qu'ils sont plus intelligents que vous, voir que vous êtes un peu demeuré, et vous ferez d'eux ce que vous voudrez. Le sentiment de supériorité intellectuelle que vous leur donnez désarmera tous leurs soupçons. En 1865, le conseiller prussien Otto von Bismarck voulait faire signer un traité à l'Autriche. Et ce traité était léonin et contraire aux intérêts de l'Autriche. Bismarck devait s'arranger pour que les Autrichiens l'acceptent. Le négociateur autrichien, le comte Blome, était un joueur invétéré. Son jeu préféré était le 15, et il disait souvent qu'il était capable de juger un homme d'après la manière dont il jouait à ce jeu. Bismarck le savait. La nuit qui précéda les négociations, Bismarck proposa innocemment à Blome de jouer au 15. Le Prussien écrirait plus tard « Je me livrais au jeu avec une folie apparente qui stupéfiait la galerie, mais je savais très bien ce que je faisais. Je perdis quelques centaines de thalers, mais j'avais mis Blome sur une fausse piste. Il me prit à tort pour plus risque tout que je ne suis. » Bismarck s'était montré non seulement imprudent au jeu, mais stupide, faisant des commentaires ridicules et bégayant de nervosité. Blome attacha à ces signes la plus haute importance. Il savait Bismarck agressif. Le Prussien avait déjà cette réputation et son comportement au jeu le confirmait. Et les hommes agressifs, Blome le savait, sont souvent impulsifs et irréfléchis. C'est ainsi qu'au moment de signer le traité, Blome pensa qu'il avait l'avantage. Un sot aussi insouciant que Bismarck, se dit-il, est incapable de calcul ou de manipulation. Aussi se contenta-t-il de jeter un bref coup d'œil au traité avant de le signer. Il omit de le lire in extenso. À peine l'encre fut-elle sèche, que Bismarck tout joyeux s'exclama « Eh bien, je n'aurais jamais cru que je trouverais un diplomate autrichien pour signer ça. » Les Chinois ont une expression « se déguiser en pourceau pour tuer le tigre ». Elle se réfère à une ancienne technique de chasse. Le chasseur se déguise en cochon et imite ses grognements. Le tigre le laisse approcher, savourant la perspective d'un repas facile, mais c'est le chasseur qui a le dernier mot. Cette tactique fera merveille face à ceux qui, comme les tigres, sont arrogants et trop sûrs d'eux. Plus ils vous croiront une proie facile, et plus il vous sera aisé de renverser la situation. Ce stratagème est aussi utile si vous vous trouvez au bas de l'échelle, mais ambitionnez de grimper plus haut. Apparaître moins intelligent que vous ne l'êtes, et même un peu stupide, est un parfait déguisement. Imitez l'inoffensif cochon, et personne ne croira que vous avez de dangereuses visées. On pourra même vous accorder une promotion, puisque vous paraissez si aimable et servile. Claude, qui devait devenir empereur de Rome, et un dauphin de France, le futur Louis XIII, utilisèrent cette tactique quand ceux qui se trouvaient au-dessus d'eux les soupçonnèrent de convoiter le pouvoir. En jouant les imbéciles dans leur jeunesse, ils passèrent inaperçus.
Quand le temps fut venu de frapper et d'agir avec vigueur et décision, ils prirent tout le monde par surprise. L'intelligence est la qualité la plus évidente à minimiser. Mais pourquoi s'en tenir là? Le bon goût et le raffinement suivent de près l'intelligence sur l'échelle de la vanité. Donnez l'impression à quelqu'un qu'il est plus raffiné que vous et il baissera sa garde. Comme le savait Arnold et Slack, la naïveté est aussi une bonne couverture. Les élégants financiers riaient d'eux en cachette, mais le proverbe dit « rira bien qui rira le dernier ». En général, faites toujours en sorte que les gens se croient plus intelligents et plus raffinés que vous. Ils vous garderont auprès d'eux parce que vous leur servirez de faire-valoir. Et plus vous serez proche d'eux, plus nombreuses seront les occasions de les duper. Image, l'opossum. En faisant le mort, l'opossum paraît stupide. C'est pourquoi beaucoup de prédateurs le dédaignent. Qui pourrait croire une créature aussi laide, bête et émotive, capable d'une telle supercherie? Autorité. Savoir faire l'ignorant. Quelquefois, le plus habile homme joue ce personnage, et il y a des occasions où le meilleur savoir consiste à feindre de ne pas savoir. Il ne faut pas ignorer, mais bien en faire semblant. Il importe peu d'être habile avec les sots et prudent avec les fous. Il faut parler à chacun selon son caractère. L'ignorant n'est pas celui qui le fait, mais celui qui s'y laisse attraper. C'est celui qui l'est, et non pas celui qui le contrefait. L'unique moyen de se faire aimer est de revêtir la peau du plus simple des animaux. Balthasar Gracian, 1601-1658, l'homme de cour, traduit par Amelot de la Houssaye. A contrario. Révéler toute l'étendue de son intelligence ne rapporte pas grand-chose. Mieux vaut toujours la minimiser. Qui découvre par inadvertance la vérité, vous êtes plus intelligent que vous ne paraissez, vous admirera plus pour votre discrétion que si vous faites étalage de vos capacités intellectuelles. Au début de votre ascension vers le sommet, ne vous montrez pas totalement idiot. Laissez entendre à vos patrons que vous êtes plus intelligent que vos rivaux. Mais au fur et à mesure que vous gravissez les échelons, prenez garde à ne pas trop briller. Il y a cependant une situation où il est au contraire utile de faire étalage de votre intellect, quand cela vous permet de masquer une supercherie. En matière d'intelligence, comme en beaucoup d'autres domaines, ce sont les apparences qui comptent. Si vous semblez avoir de l'autorité et du savoir, les gens croiront ce que vous dites. Cela peut vous sortir d'un mauvais pas. Le marchand d'art Joseph Duveen avait été invité à une soirée chez un financier de New York à qui il venait de vendre un Dürer à un prix faramineux. Parmi les invités se trouvait un jeune critique d'art français qui semblait extrêmement cultivé et sûr de lui. La fille du financier, voulant impressionner le jeune homme, lui montra le Dürer, qui n'avait pas encore été accroché. Après l'avoir étudié un moment, le critique déclara « Vous savez, je ne pense pas que ce Dürer soit authentique. » La jeune femme se précipita pour répéter ses propos à son père, suivi du jeune Français. Le magnat, hors de lui, demanda à Duveen de s'expliquer. Celui-ci se contenta de rire. « Comme c'est amusant, dit-il. Savez-vous, jeune homme, qu'au moins 20 autres experts, ici et en Europe, se sont déjà fait avoir et ont affirmé que cette œuvre n'est pas authentique. Et maintenant, c'est votre tour. » Son aisance et son autorité intimidèrent le Français, qui s'excusa pour son erreur. Duveen savait que le marché de l'art est inondé de faux, et que beaucoup de tableaux sont à tort attribués à des grands maîtres. Il faisait de son mieux pour distinguer les imitations, mais dans son zèle à vendre, il présumait parfois un peu facilement de l'authenticité de certaines œuvres. Ce qui lui importait, c'était que l'acheteur croie avoir acheté un Dürer. Il appartenait aussi à Duveen lui-même de convaincre tout le monde de son infaillibilité par un air d'autorité irréprochable.
Voilà pourquoi il est important d'avoir recours à une attitude doctorale quand c'est nécessaire, et jamais seulement pour le plaisir.